Dans un premier temps, je voudrais vous expliquer comment je suis arrivé à être un véritable passionné de cet homme exceptionnel qui est Abdelkader. Il s'avère que je suis marié depuis 40 ans maintenant avec une Algéroise et j'ai fait 2 ans de Maroc en coopération à Tanger. J'ai traversé tout le Maroc de part en part et je suis régulièrement invité au festival de musique sacrée à Fès depuis à peu près 5 années. Et il s'avère que tous les ans, mon épouse m'offre un livre à Noël. Alors elle sait que je n'ai pas beaucoup de temps pour lire, alors il n'est pas trop gros. Et là, un jour, elle m'offre donc, il doit y avoir 5 ou 6 ans, Lettres d'Abdelkader aux Français. Alors je lui dis, mais est-ce que tu savais que Abdelkader t'avait écrit? Et elle me dit, mais ma grand-mère qui parlait l'arabe classique, l'arabe moderne, et qui vivait en Algérie, comme mon épouse enfant, eh bien, me parlait d'Abdelkader toujours en disant c'était un type formidable. Mais pourquoi formidable? Elle ne savait pas plus que ça. En bref, je lis ce livre, Lettres d'Abdelkader aux Français. Je suis fasciné par cette écriture d'une grande noblesse sur la science de l'époque, sur, je dirais, la philosophie et la spiritualité soufie. Tellement passionné que je le relis plusieurs fois et je dis je vais acheter tous les bouquins qui existent sur Abdelkader. Je les ai tous lus, en français bien sûr, et à partir de là, j'ai décidé de faire un diaporama pour vraiment essayer de comprendre cet homme dans son histoire, dans son passé et dans son avenir. Parce que vous allez voir que même s'il n'est plus de ce monde, à mon avis, il est encore d'une grande efficacité. Je suis membre du Conseil économique et social environnemental à Paris, et il s'avère qu'il y a de temps en temps des réunions avec nos collègues en Algérie, au Maroc, en Tunisie aussi, dans d'autres pays. Récemment, c'était au Maroc, mais il n'y a pas très longtemps, c'est en Algérie. Et en Algérie, voilà ce qu'on m'a offert, l'émir Abdelkader. Pourquoi? Parce que la conférence qu'on devait donner était sur les problèmes de l'eau et sur les problèmes des différentes communautés présentes en France, des difficultés qui pouvaient exister en France et qui étaient un peu, je dirais, à mon avis, pas très bien comprises parfois, aussi bien d'un côté que de l'autre, de la Méditerranée. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu de rentrer dans le détail des conférences sur les problèmes de communauté, moi j'ai préféré présenter Abdelkader. Et ça a été repris par les médias locaux, ça a été repris très très fortement parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, il y avait en France des gens qui étaient capables de revenir un peu sur l'histoire et d'essayer de comprendre ce qui se passe et ce qui se passait entre nos pays. Alors vous voyez, on connaît bien la Méditerranée, il y a 22 pays autour de la Méditerranée. Et nous avons créé ici, dans le sud de la France, une association qui s'appelle les familles de la Méditerranée. C'est-à-dire des familles qui sont issues de tous ces pays qui sont tout autour, mais qui résident en France. Qu'ils soient français, qu'ils soient marocains, algériens, tunisiens, grecs, chypriotes, ce que vous voudrez, de tous ces pays qui vivent en France et qui ont un rôle important à jouer dans leur propre famille, dans leur propre profession, car les problèmes d'une famille, quelle qu'elle soit, sont partout les mêmes. Eh bien, le 2e centenaire de la naissance d'Abdelkader était donc en 2008, puisqu'il est né, vous le voyez, en 1908, décédé en 1808, décédé en 1883. Et, point important, sa famille est issue d'Al-Hazan, petit-fils du prophète. Il a donc reçu une éducation religieuse approfondie, évidemment avec le Coran, une instruction militaire et très précocement, dès l'âge de 5 ans, son père et sa mère vont l'amener tout simplement à la Mecque, puis à Médine. Il va même passer par l'Égypte et très petit enfant, évidemment en 1825 et 26, il est plus âgé, mais il va observer les cités, il va imaginer à partir de là l'organisation de son futur pays. Il va écrire une lettre aux Français le 27 mai 1855. Curieusement, c'est le jour de la Pentecôte pour les chrétiens, et ça, il le sait parfaitement. C'est une œuvre visionnaire, nous allons le voir,
il va devenir un très grand ami de la France, et pas un ennemi, comme beaucoup l'ont fait passer pendant un certain temps. Et il faut essayer, pour bien comprendre cette vie, de regarder un peu l'histoire de la Mare Nostrum, l'histoire du pourtour de la Méditerranée. On va revenir un peu en arrière, mais ça sera rapide, ça va nous permettre de mieux intégrer la vie de cet homme. Ici, vous voyez qu'il y a d'abord eu, autour de la Méditerranée, les Grecs, qui ont eu une influence colossale, et toute l'influence de la Grèce est ici dessinée autour de la Méditerranée, vous le voyez, depuis 1000 ans avant Jésus-Christ, du temps d'Homère, jusqu'à un siècle après. Mais cela va évoluer, puisque c'est les Romains qui vont prendre la suite des Grecs, et qui vont avoir une influence colossale envers, c'est plutôt 200 ans avant Jésus-Christ, donc toute l'Italie et toutes, vous voyez, les îles de la Méditerranée. Et puis, après Jésus-Christ, jusqu'au 1er siècle, eh bien, c'est une sorte d'envahissement de toute l'histoire et l'expansion de Rome qui se fait en Espagne, mais aussi sur toute une partie de la Macédoine et de l'Asie. Si on continue, on essaye de regarder un peu qu'est-ce qui a marqué cette époque. Eh bien, vous avez 8 empereurs qui sont d'origine africaine. Indruse, Philippe l'Arabe, Septime Sévère, qui est natif de la Libye. Et vous remarquerez une chose, c'est qu'un des fils de Caracalla, qui fut empereur, a donné un édit en 212 pour donner la citoyenneté romaine aux Nord-Africains. Ça veut donc dire que déjà à cette époque, il y avait un concept de citoyenneté pour donner la citoyenneté de Rome à des gens qui étaient en Afrique du Nord. Au IIIe siècle, 1/5 des sénateurs romains sont d'origine africaine. On voit 3 papes qui sont d'origine berbère. Saint Victor Ier, qui est le 14e successeur de Pierre, Saint Miltiade ou Melchiade, le 32e, Saint Gélase Ier, qui est le 19e pape, 49e pape. 3 écrivains internationaux qui sont très connus, Terence, Suétone, Apulée, 3 pères de l'Église avec leur date de naissance et de mort, Tertullien le premier, Cyprien le deuxième et Augustin, qui était évidemment Augustin d'Hippone et qui est considéré par l'Algérie même comme un très grand saint d'origine algérienne. On va passer du polythéisme au christianisme, le polythéisme des Grecs, le polythéisme même des Romains, qui avaient des idées un peu farfelues, vers un monothéisme chrétien, avec l'extension de l'Empire romain du 3e au 7e siècle, vous voyez, pratiquement sur 4 siècles. C'est une expansion qui est intéressante à regarder. Pourquoi? Parce que nous allons voir que la différence avec l'islam, c'est que l'islam va se répandre en 2 siècles, alors que le christianisme s'est répandu en 4 siècles. Voyons maintenant la brillante civilisation romano-africaine avec, comme je vous l'ai dit, les grands écrivains, avec les empereurs, avec les papes. Nous sommes entre 30 avant Jésus-Christ jusqu'à 500 ans après. Eh bien, les traditions gréco-romaines vont intégrer tous les orfèvres berbères, c'est-à-dire les symboliques de l'œil, de la main, du pan, du serpent, du cercle et du triangle. Et au IVe siècle, donc l'islam n'est pas encore arrivé puisque Mahomet n'est pas né, le Maghreb est le grenier de l'Empire. C'est au Maghreb qu'on trouve aussi bien, je dirais, le blé et sur le pourtour nord de la Méditerranée, du côté de Narbonne, du côté de toute la partie, je dirais, sud de la France, eh bien c'est tout le miel, le miel, le meilleur miel à l'époque, et le miel du Lésignanais, et le miel des corbières qui part pour nourrir les empereurs romains. Et à ce moment-là, l'Empire romain a, au niveau simplement de cette zone du Maghreb, il y a un nombre de 416 évêques, donc à ce moment-là, dans cette zone de la Méditerranée. Ensuite arrive l'expansion musulmane. Et vous voyez, cette expansion, elle se fait entre le 7e et le 8e siècle, puisque c'est autour de 600, de l'an 600, et vous voyez en vert l'expansion qui se fait à une vitesse grand V, non seulement sur toute la partie sud de la Méditerranée, mais qui va prendre aussi une partie de la partie nord, en particulier toute l'Andalousie, où il y a eu une formation de gens tout à fait remarquable, et on pourrait même amener la flèche jusqu'à Montpellier, puisque Montpellier a été la première université au monde,
à accepter aussi bien des médecins d'origine arabe, d'origine juive et d'origine chrétienne. Et on sait très bien que l'influence hippocratique, c'est-à-dire grecque, et l'influence, je dirais, d'un homme comme Avicenne ont été extrêmement importantes sur la faculté de médecine de Montpellier. L'implantation arabo-musulmane, c'est au fond le passage d'un monothéisme à l'autre, de Dieu à Allah, mais n'est-ce pas le même? Et en l'an 660, il y a en Tunisie la fondation de Kérouan qui va propager le Coran sur tout le Maghreb. Et vous allez voir apparaître Kérouan, qui est la 4e ville sainte, après la Mecque, après Médine, après Jérusalem. En l'an 789, fondation de Fès. Fès au Maroc est une ville extrêmement spirituelle, et c'est d'ailleurs pour ça que Fawzi Skali a créé ce qu'il appelle le festival de musique sacrée à Fès. Personnellement, je suis invité à donner des conférences tous les ans, ça fait 5 ans, et j'y serai encore cette année au mois de juin. Et après, un petit peu plus tard, eh bien, après la fondation de Fès, c'est Cordoue qui est la capitale de l'Andalousie, qui le reste avec, vous savez, la magnifique mosquée de Cordoue. De Rome à Byzance, eh bien, Byzance va prendre de plus en plus de force par rapport à Rome, et vers l'an 476, l'Empire romain d'Occident va se transformer, se transporter sur Istanbul d'aujourd'hui, qui est Constantinople. Formation à ce moment-là des principautés berbères qui sont autonomes, et vous savez combien les berbères sont des gens qui sont considérés comme pas faciles, les berbères, les kabyles, tous ceux qui sont du nord du Maroc également, au niveau du Rif. Et bien, nous allons avoir l'Empire byzantin qui va se défendre tout simplement en faisant des petits fortins de résistance par peur justement de l'envahisseur d'origine arabe. Au 7e siècle, il va donc y avoir une résistance à l'islam. L'Empire musulman est dirigé depuis Damas. Donc, vous voyez, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, hein, on peut arriver à refaire un peu cette histoire. Et les incursions islamo-arabes sont présentes, mais en particulier en Kabylie, en Algérie, une partie du Maroc, il va y avoir une résistance berbère très forte. Et qui c'est? Eh bien, c'est la belle gazelle, c'est la Raïna. La Raïna qui est Dia Talmud, la belle gazelle, qui serait la première féministe, et pour certains, mais je sais qu'il y a des discussions là-dessus, cette Kaïna serait d'origine juive, mais ça, c'est encore tout à fait discuté, il n'y a pas de certitude sur ce point. Donc c'est la véritable Jeanne d'Arc des Berbères, qui est au niveau des Aurès, qui va faire l'unité berbère, mais qui va être vaincue par les Turcs, et qui, vaincu, va être décapité en l'an 1705. Alors, face à cet envahissement, je dirais, il va y avoir des craintes du côté des chrétiens, et les Byzantins vont se battre contre les Turcs. Se battant contre les Turcs, il va y avoir un appel aux armes de toute la chrétienté, malgré le schisme qu'il y a entre l'Orient et l'Occident, qui est en 1054, ce schisme qui fait qu'il y aura d'un côté les chrétiens, je dirais catholiques à Rome, et de l'autre les chrétiens orthodoxes. Donc malgré cela, eh bien, en 1095, il y a un pape Urbain II qui va appeler, je dirais, aux croisades. Face au malheur des chrétiens d'Orient, il va lancer la première croisade. Il y en aura 8 croisades. Première croisade de 1096 à 99, sur 3 ans, qui va permettre de fonder des États latins d'Orient. Mais ça ne va pas durer. Il va y avoir donc 2 siècles de croisades, vous imaginez, qui va faire une opposition entre catholiques et orthodoxes, le schisme dont on a parlé, mais qui va aussi faire une opposition entre chrétiens et musulmans. Qui c'est qui va profiter de tout ça? Il y a toujours quelqu'un qui profite d'une guerre. Ce sont les Vénitiens. C'est Venise. Venise qui a un pouvoir considérable, qui va financer les croisades, mais en même temps qu'il finance, c'est un placement en réalité qui va leur apporter beaucoup d'argent. Quelle est la conséquence? C'est une conséquence catastrophique des croisades. Pendant 5 siècles, les chrétiens n'auront plus accès à Jérusalem. Alors ici, vous voyez les voyages des chevaliers vers Jérusalem, entre 1095 et 1291, ça fait quand même pas mal d'années. Eh bien, vous voyez, du départ de toute la France, mais aussi
d'une partie de l'Allemagne, de la Germanie, d'une partie de la Belgique, enfin de ces pays actuellement, comment ils vont aller jusqu'à Jérusalem. Et ce sont ces 8 croisades dont le résultat n'est pas terrible. Au fond, ça va permettre la domination ottomane. Et cette domination ottomane fait qu'il va y avoir toutes les côtes du Maghreb qui vont être véritablement visitées par tous ceux qui sont, entre guillemets, les pirates de l'époque. Et ces pirates de l'époque, ce sont les 3 frères Barberousse, bien connus dans l'histoire, qui vont prendre en main, je dirais, non seulement les côtes, mais aussi toute la Méditerranée. Ces gens-là sont des gens terribles. Ce sont des esclavagistes qui utilisent au maximum toutes les populations qu'ils peuvent trouver, que ce soit des berbères ou que ce soit des chrétiens pas d'accord avec eux, ok, pas de problème. C'est Alger est pris en 1516 par les 2 frères Harouj et Ishaq, et en 1532, c'est celui-ci, Khayr ad-Din, je ne prononce pas bien, qui va prendre Tunis. Alors ce qui est intéressant, au fond, c'est qu'on va avoir d'un côté l'Europe chrétienne, et de l'autre, la Turquie musulmane. Et cette opposition entre l'Europe chrétienne et la Turquie musulmane fait que vous allez avoir d'un côté ce qu'on appelle les Roumis, et de l'autre les Padishahs et les califes, cette opposition de pouvoir, pas tellement entre les populations, mais qui est exploitée par les pouvoirs. Donc, c'est l'ère où arrive François Ier, Charles Quint, et où de l'autre côté, vous avez le Pacha qui est du côté musulman. Alors, l'Europe est divisée. L'Europe est divisée et nous allons avoir une Europe divisée entre quoi? Qui est qui? François Ier et Charles Quint. François Ier, à 20 ans, il est sacré à Reims, le 25 janvier 1515, à la suite de il va gagner la victoire de Marignan, qui lui permet de récupérer une partie de la Suisse et une partie de l'Italie. Mais vous voyez qu'il y aura 16 heures de combat à l'époque et 16 000 morts en une seule journée. Si nous regardons ensuite Charles Quint, même période, sauf que Charles Quint arrive un peu plus tard, 5 ans plus tard. Vous voyez, il est sacré empereur à Aix-la-Chapelle. C'est un Bourguignon, c'est un Habsbourg, c'est un Aragonais et c'est un Castillan. Et il a cette phrase que je trouve formidable, il dit « Je parle espagnol à Dieu, italien aux femmes, français aux hommes et allemand à mon cheval. » Donc il arrive à parler toutes ces langues, mais ça dépend à qui il parle. Et vous voyez qu'il veut contrôler la Méditerranée, ça veut dire qu'il veut mettre une trempée aux frères Barberousse, et il va faire une exposition à Tunis, il va gagner, contre un des frères, mais il va perdre à Alger en 1541. Et il fera prisonnier François Ier à Pavie en 1525. C'est-à-dire que cette union de l'Europe qui aurait pu être possible ne s'est pas faite à cause de l'opposition de ces 2 hommes. Alors, c'est la sublime porte ottomane, c'est-à-dire la Turquie actuelle, qui va régner. Elle va régner pendant 6 siècles, 624 années de 1299 à 1923. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il va y avoir de nouvelles troupes, c'est ce qu'on appelle les janissaires. Et les janissaires, ce sont à la fois des berbères, à la fois des chrétiens, vont utiliser les sultans comme véritable armée. C'est des types qui sont extrêmement puissants et bien formés. Il y en aura jusqu'à 4500 à Alger, et celui qui règne, c'est Soliman le Magnifique, vous voyez, qui naît en 1494 et qui meurt en 1566, avec ici le sigle de la Turquie de l'époque, qui est l'Empire éternel ottoman. Alors la sublime porte, vous voyez qu'on remplace, quand on regarde la Méditerranée, vous vous souvenez des Grecs, vous vous souvenez des Romains, et bien voilà maintenant l'influence de la sublime porte sur tout le pourtour de la Méditerranée, qui prend plus le sud et l'autre partie à droite que la partie, je dirais, côté Espagne. Ensuite vont arriver des secousses révolutionnaires, on passe vers le XVIIIe siècle, et après les secousses révolutionnaires qui sont en France essentiellement, eh bien l'Europe va vouloir se répandre. Et c'est Bonaparte qui, lui, sait qu'en Égypte, il y a pas mal de choses à faire, et qui va donc essayer de gagner contre les Mamelouks de l'époque qui dirigent l'Égypte. Et il va faire revenir des tas de choses que l'on retrouve à Paris encore actuellement. Donc, contre les Mamelouks, Bonaparte va gagner, va rentrer d'Égypte, va devenir, d'abord, il est général, mais il va devenir empereur des Français. Mais il y a une dette.
En effet, pendant la Révolution française, Alger a prêté, le bey d'Alger a prêté, a donné du blé à la France qui était en train de crever de faim. En train de crever de faim, le problème, c'est que normalement, il y a une facture à payer. Et cette facture n'était toujours pas payée. Et donc, c'est un impayé de 1794 de la Révolution. Que va-t-il se passer? Eh bien, vous voyez ici le bey d'Alger qui va donner un coup d'éventail au consul de France. Il n'y a pas d'ambassadeur, parce que ce n'est pas un pays. Mais vous avez le consul de France, Duval, qui va prendre une sorte de gifle de la part du bey d'Alger, qui est représenté ici, et ça va être un prétexte diplomatique pour aller faire la guerre à l'Algérie. Donc le prétexte est un prétexte purement diplomatique qui est lié à une dette d'argent, et à partir de là, vous voyez comment une guerre peut s'enclencher. Si je résume, on va de domination en domination. D'abord les Romains, 5 siècles, sans parler des Grecs qui étaient précédents. Ensuite, vous avez Constantin qui est empereur, puis les Byzantins. La capitale est Constantinople. Vous avez un premier schisme d'Occident entre l'Occident et l'Orient, c'est-à-dire qui est entre orthodoxie et catholicisme. Puis vous avez le grand schisme d'Occident, qui fait que vous aurez des papes à Rome et des papes à Avignon, donc des disputes absolument stupides vues avec le recul. Le prophète Mahomet naît vers l'an 600, meurt vers 632, et la conquête arabe se fait donc, comme je vous l'ai dit, en 4 siècles, avec des califes à Bagdad, à Damas, en Égypte. Les croisés, vous les voyez entre 1099 et 1291, avec la victoire de Saladin sur les croisés, qui fait que les chrétiens n'ont pas eu accès à Jérusalem pendant 5 siècles. Les Mamelouks, c'est la caste qui dirige l'Égypte, et c'est Napoléon qui va les réduire. Enfin, les Ottomans, avec le gouvernement ottoman extrêmement puissant, de 1517 jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, nous voyons, il me manque une diapo, voilà, Abdelkader qui va revenir. Nous voilà avec Abdelkader qui arrive au pays, il rentre chez lui, il a 19 ans. Il vient de faire un véritable périple spirituel, il revient en Algérie et il sait très bien qu'il y a eu cet éventail qui est le prétexte de 1829 pour que le roi français Charles X prépare la colonisation de l'Algérie. Et cette colonisation de l'Algérie est donc liée à la dette de la France et à une pseudo-défense des chrétiens. Charles X, il n'en avait rien à foutre des chrétiens, ce n'était pas son problème, mais il va utiliser simplement la lutte entre l'islam et le christianisme pour lancer la colonisation en Algérie. Il envoie, regardez bien, 37 000 soldats, 27 000 marins, qui vont débarquer à Sidi Ferruch le 14 juin 1830. Quand même un paquet d'hommes. Il va y avoir immédiatement une résistance à l'occupation étrangère, qui fait que cette résistance, c'est français égale chrétien, algérien égale musulman. Donc, on simplifie toujours, évidemment, mais ce qui est important, pardon, j'en suis là. Oui, j'en suis là, voilà. Donc, entre 1831 et 1833, Oran, Constantine, Bougie sont occupés par les troupes françaises. Tous ces hommes vont se répandre sur le sol algérien et le 21 novembre 1832, le bey d'Alger va arrêter sa véritable responsabilité politique pour la transférer, et responsabilité religieuse, pour la transférer à Abdelkader. Il dit à Abdelkader, tu seras sultan et calife à 24 ans, mais lui dit non, modestement, il choisit un autre titre qui est plus bas, c'est celui d'émir, commandeur des croyants, et il va prendre en main la tribu d'Oran. Le 26 février 1834, Abdelkader va signer un traité avec un général français, de Michel, qui lui donne la souveraineté sur la province d'Oran, sauf les villes. La France ne veut pas lui donner les villes, mais lui donne, si vous voulez, tout le milieu rural. Abdelkader est alors l'homme certainement le plus cultivé de son temps. Son père était un homme de science, un grand érudit. Sa maman, Lalla Zora, instruite et religieuse. Et le fils connaît Aristote, sur le bout des doigts, Platon et Ibn Arabi l'Andalou, Ibn Arabi étant le grand
soufis de l'époque, dont même les soufis d'aujourd'hui se réclament, puisqu'ils vont parfois même en pèlerinage sur sa tombe, qui est tout simplement à Damas. Donc, Abdelkader est un philosophe, c'est un poète, et lui-même dit « L'esprit, s'il est en bonne santé, ne prend plaisir que dans la science », et nous verrons que tout l'aspect guerrier d'Abdelkader est un aspect qui est contraire à toute sa philosophie. Donc en 1832, il a 24 ans, il est nommé, sacré, si vous voulez, émir. Le 28 juin 1935, une année plus tard, il va gagner sur le général Trezel, mais le général Trezel va se venger en incendiant le 6 décembre Mascara, et je dois dire que Mascara, c'est la zone d'influence de Abdelkader. Et d'ailleurs, vous voyez le tableau qui est là-bas sur la gauche d'Abdelkader. J'étais il y a à peu près 4 ou 5 ans en consultation à Montpellier, quand un homme vient me consulter avec 2 grands cartons. Alors, je lui demande s'il est malade, puisqu'il vient en consultation. Il me dit non, je ne suis pas malade, mais je suis le maire de Mascara, l'ancien maire de Mascara. Alors je lui dis, mais c'est Abdelkader ça. Et à ce moment-là, il ouvre les 2 cartons et il me montre 2 tableaux d'Abdelkader et il me dit, choisissez celui que vous voulez. Et c'est celui-là que j'ai choisi, que je vous ai amené. Il est tombé en larmes, il est tombé dans mes bras et nous nous sommes étreints sur, je dirais, la personne même d'Abdelkader. Donc, vous voyez, en 1935, les Français n'ont pas gagné, mais ils vont incendier complètement cette zone. En 1936, c'est Louis-Philippe qui prend la suite. Il va envoyer Bugeaud. Il va envoyer le général Bugeaud, et qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre Tlemcen, il va y avoir un traité qui est le traité de Tafna, où Abdelkader signe avec Bugeaud. Il signe avec Bugeaud toujours une souveraineté sur les 2 tiers du territoire algérien, et il va utiliser tout ce qu'il a vu lorsqu'il était gosse en passant en Égypte, dans les grandes villes. Il va commencer à organiser l'administration et l'économie de son État, l'Algérie. Mais il va y avoir une rupture. Pourquoi? Parce que, tout simplement, le roi de France, Louis-Philippe, a un fils qui s'ennuie, il s'appelle le duc d'Aumale, et il envoie le duc d'Aumale en Algérie pour essayer d'attraper Abdelkader. Et il va l'attraper, Sasmala, et cette expédition du duc d'Aumale dans le Constantinois fait qu'il va chercher Abdelkader. Abdelkader va alors déclarer la guerre sainte contre la France. En 1841, vous voyez les années avancent, Abdelkader envahit la Mitidja. Et c'est très intéressant, des petites choses, comment des petites choses peuvent faire de grandes choses. Vous allez voir. Le 4 octobre 1840, il y a au village d'Eli Ibrahim, à une quinzaine de kilomètres d'Alger, l'enlèvement d'une diligence de Douaira, donc 12 kilomètres d'Alger. Bien. Seulement là-dedans, il y a un sous-intendant militaire qui s'appelle Massot. Normalement, on n'a rien à foutre d'un sous-intendant militaire. La différence, c'est que lui, il a une famille qui tient à lui. Donc sa famille va supplier l'évêque du lieu, qui s'appelle Monseigneur Dubuche, d'intervenir auprès du gouverneur, qui est un maréchal, le maréchal Vallée, venu de France, pour qu'on propose à l'ennemi un échange des prisonniers. Rendez-nous Massot, et on s'entend. Le gouverneur refuse. Il refuse d'agir personnellement, mais il autorise l'évêque. Il dit à l'évêque, si toi tu veux, tu te débrouilles. À ce moment-là, l'évêque, Monseigneur Dubuche, va écrire à Abdelkader. Une amitié va naître entre les 2 hommes, et effectivement, un échange va se faire. Vous voyez ce qui va se passer. Dubuche écrit à l'émir. Tu ne me connais pas, mais je fais profession de servir Dieu et d'aimer en lui tous les hommes, ses enfants, mes frères. À propos des prisonniers, il lui dit, je t'implore du fond du cœur, bienheureux les miséricordieux, car un jour il leur sera fait miséricorde. Et l'émir répond d'une façon très astucieuse, faites aux autres ce que vous voudriez que l'on fasse à vous-même. Et Dubuche répond, écris-moi, quelques mots de toi n'y en eut-il qu'un seul, nous soulagerait dans nos épreuves. Nous désirons surtout que tu reviennes bientôt vers nous, nous te supplions de ne pas tarder, ta présence nous apporte, tu le sais, paix et joie, répond l'évêque à Abdelkader. Et effectivement, c'est près de Boufaré qu'il y a lieu un échange des captifs. Massot est rendu
contre un certain nombre, 130 Algériens qui étaient faits prisonniers, et l'émir, tout heureux, va envoyer un troupeau de chèvres, parce qu'à ce moment-là, il y a des problèmes de nutrition, un troupeau de chèvres pour nourrir une partie de la communauté française d'Alger. Monseigneur Antoine Dupuche est un homme assez exceptionnel. C'est un évêque qui est arrivé très jeune en Algérie, il devait avoir 38 ans à peu près, et premier évêque de toute l'Algérie, il est humble, il est courageux, il est d'abord aumônier de l'armée et de la présence coloniale, vous voyez, du 30 décembre 38 à 46, il est soucieux de la vie des musulmans, il connaît le Coran, il est soucieux du bien des prisonniers, il est capable d'une très longue amitié avec Abdelkader. Ça, c'est un point absolument capital dans les relations entre chrétiens et musulmans. Et il va écrire un livre à Napoléon III en disant à Napoléon III, attention, qui a succédé à Louis-Philippe, attention, Abdelkader, c'est un type remarquable. Alors, il y a un certain nombre d'erreurs qui ont été faites, et j'ai essayé de les simplifier. Première erreur, en 1843, le duc d'Aumale prend l'Asmala d'Abdelkader. En 1846, Bugeaud, il parle d'Abdelkader en disant « c'est une espèce de prophète, c'est l'espérance de tous les musulmans fervents ». Il a quand même compris quelque chose, Bugeaud. Abdelkader va se réfugier au Maroc, parce qu'il est poursuivi effectivement par Bugeaud, mais il va y avoir des difficultés avec le Maroc, et ces difficultés font qu'il retourne en Algérie, et il va vaincre les Français à Sidi Brahim. Mais le 23 décembre 1947, comme il s'est fait piquer sa smala, il considère qu'il n'a plus la possibilité d'agir au niveau militaire, et à 39 ans, il décide de se rendre. Il se rend au général de la Mauricière et du Domal, et il est libéré avec une garantie. La garantie, c'est de s'établir au Proche-Orient. Mais Louis-Philippe va mentir. Il va mentir, c'est-à-dire qu'il y a le problème de la révolution de 48 à Paris, et le gouvernement provisoire ne va pas tenir sa promesse, ce qui fait que la promesse de ne pas faire prisonnier Abdelkader et de l'envoyer au Proche-Orient n'est pas tenue. Alors voici l'image de la smala d'Abdelkader, telle qu'elle est prise, si vous voulez, telle qu'elle est dessinée ici. Mais il est donc fait prisonnier d'État, erreur de la France. Du 9 décembre 1948, il y a la déclaration de 3 départements français en Algérie. Heureusement, ils n'ont jamais fait ça en Tunisie, ils n'ont jamais fait ça au Maroc, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile dans les relations entre la France et la Tunisie. Bon, maintenant, ça ira mieux entre la France et le Maroc qu'avec l'Algérie, où c'est plus délicat. Et le 11 décembre, après Louis-Philippe, arrive Napoléon III. Louis-Napoléon Bonaparte est élu président de la République le 11 décembre. En 1852, il va aller au château d'Amboise annoncer à Abdelkader sa liberté grâce à Monseigneur Dupuche. C'est Monseigneur Dupuche qui a écrit à Napoléon III, qui lui a donné une lettre manuscrite main à main pour lui expliquer qui était Abdelkader. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout simplement, on va y revenir. Pardon. Voilà le château d'Amboise. Et voici ici Napoléon III qui vient voir Abdelkader et son épouse pour, avec les enfants qui sont ici, pour lui dire « vous êtes libre ». Mais préalablement à tout cela, pourquoi ça ne marche pas? Voilà, préalablement à tout ça, vous voyez le général Dumas qui écrit à Monseigneur Dupuche de retour en France, Abdelkader est en prison à Pau, il lui dit « Vous verrez l'illustre prisonnier du château de Pau et vous n'aurez certainement pas à regretter sa visite. Vous le trouverez dans cette épreuve, plus grand encore et plus vulnérable, il poursuit toujours, comme on le connaît de lui, son ascension spirituelle vers les stations les plus élevées. » C'est le soufisme. Vous trouverez un homme juste, simple, attrayant, modeste, solide, ne se plaignant jamais, cherchant à justifier ses ennemis, même ceux encore capables de lui infliger beaucoup de tort, n'admettant point qu'il soit diffamé en sa présence. Et l'émir écrit à Monseigneur Dupuche, puis à l'évêque qui lui succède, « C'est toi, le premier Français qui m'ait compris, le seul qui m'ait toujours compris, ta prière est montée vers Dieu, c'est Dieu qui a éclairé l'esprit du grand prince
Napoléon III, qui m'a visité et rendu libre. Il demande que soient respectés ce qu'il appelle les droits de l'humanité, je ne sais pas bien le lire, hukuk al-insaniya, les droits de l'humanité, c'est les droits de l'homme bien avant encore qu'ils ne soient totalement, je dirais, justifiés. Château d'Amboise, visite de Napoléon III à Abdelkader, pardon. Si. Alors, Napoléon III lui dit, vous avez été l'ennemi de la France, mais je n'en rends pas moins justice à votre courage, à votre caractère, à votre résignation dans le malheur. C'est pourquoi je tiens à faire cesser votre captivité, ayant pleine foi dans votre parole. Et Napoléon III va lui faire verser une pension de 150 000 francs en guise de dédommagement. Donc, véritable reconnaissance de cet homme, lequel va donc être libre. Il va s'installer en Turquie, à Brousse. Il va se consacrer à sa spiritualité, qui est le soufisme. En 1854, il vient à Paris. En 1955, il s'installe à Damas avec une immense bibliothèque. Et c'est là, dans cette bibliothèque, il va écrire la lettre aux Français, dont nous allons voir les éléments essentiels. Selon le prix Goncourt de 1987, voilà ce que dit Tahar Benjeloun. Ce qui est remarquable dans cette lettre aux Français, c'est l'absence de tout discours politique. Tout est axé sur la culture, la science et la philosophie. Mieux qu'une lettre, c'est une leçon adressée à un peuple, le nôtre, tenu dans l'ignorance de la culture du Maghreb et du monde arabe. Voilà le problème. C'est nous sommes tenus, nous étions, nous sommes moins, mais encore beaucoup trop tenus dans l'ignorance de la culture du Maghreb et du monde arabe. Alors, dans cette lettre aux Français, je vais vous donner la synthèse, évidemment. C'est d'abord, ça s'appelle une épître aux savants de Paris. Parce que les savants de Paris, vous savez, nous sommes en province, et vous savez qu'en province, nous, en général, nous sommes considérés comme des gens simples par rapport aux Parisiens, qui ont des visions, ils ont toujours un nœud papillon, vous voyez ce que je veux dire, ils parlent pointu, bon, c'est des gens très spéciaux. Et je trouve assez humoristique quand il écrit aux savants de Paris, qui sont beaucoup moins savants parfois que ceux qui bossent en province. Bon, chapitre 1. Du mérite de la science et des savants. Il dit les sciences, objets d'éloge et celles à blâmer. Il voit quelles sont les sciences, on va les voir à blâmer. Chapitre 2, de la législation divine, de la prophétie et des mensonges des prophètes. Chapitre 3, du mérite de l'écriture. Alors, voyons le chapitre 1. 5 raisons qui privent de l'acquisition des sciences. Faiblesse d'esprit. On ne réfléchit pas. On est devant la télé des heures entières. Si vous allez avoir un Alzheimer, je prépare un livre qui va s'appeler « Voulez-vous un Alzheimer ou un Parkinson ?» Ça peut vous intéresser. Bon, eh bien ça, c'est une faiblesse d'esprit. On ne fait pas travailler sur l'esprit, on regarde la télé 3h50 par jour. Vous savez que les Français, aujourd'hui, ont atteint le record de télé par jour. 3h50 par jour. Bon. C'est vous dire quoi, nous avons maintenant 1 million d'Alzheimer en France. D'accord? Bon. Occupation de ce monde. Je regarde la télé 24 heures. Orientation de l'esprit vers mauvaise direction. Voilà entre l'esprit et la vérité, ignorance de la direction. Assistance divine et volonté du Dieu très haut indique la bonne direction. Ça veut dire se brancher un peu plus sur le monde de l'invisible. Deuxième élément, du mérite de la science et des savants. Vous voyez la dignité de l'homme et la science qui le rend parfait. Plaisir corporel, c'est-à-dire cessation de la douleur. Plaisir intellectuel, approche de la vérité des choses. Et il ajoute une chose, la maladie de l'intelligence, c'est une inappétence pour la vérité. Un exemple très concret. Pour faire un enfant, il faut un homme et une femme. Maintenant, on vous dit qu'un homme tout seul peut en faire un, qu'une femme toute seule peut en faire un. Pour qu'un enfant grandisse, il lui faut un père et une mère. Eh bien, aujourd'hui, on vous dit que c'est pas sûr. Des conneries comme ça, eh bien, ça arrive dans notre pays en venant du sommet de l'État. C'est vous dire les problèmes que nous pouvons avoir aujourd'hui. Mais
S'il y a maladie de l'intelligence et une appétence pour la vérité, nous on s'en fout. Nous on a appétence pour la vérité. Et l'esprit est la source d'où jaillit toute science, tout courage, toute tempérance, c'est-à-dire bienveillance vis-à-vis de celui qui n'est pas d'accord avec moi, et justice. Et science, courage, tempérance, justice sont les 4 forces de la perfection des beaux caractères. La vie en société, eh bien la science de l'arpentage, c'est l'équité, on mesure. La science militaire, c'est sauvegarde du pays, il sait de quoi il parle. La science des jugements, il faut des tribunaux. Et la science de la loi, c'est pour limiter les litiges, pas pour multiplier les procédures judiciaires. Et tout cela a rendu nécessaire d'établir un impôt. Il n'est pas contre l'impôt, il appelle ça la maison de la monnaie. Et il ne s'agit pas que l'État nous pompe tout quand même, comme c'est en train de se faire aujourd'hui. Exemple, la politique familiale, 35 milliards, le président de la République vous dit, eh bien les 35 milliards, je vous les enlève, mais je vous les retrouverai, on ne sait pas comment. Je vais les filer aux entreprises. Et les entreprises, ils vont créer de l'emploi. Il faut qu'ils m'expliquent comment ils vont créer de l'emploi quand les carnets de commandes sont vides. Bon, bref. 2 métiers vils et condamnables, le voleur et le mendiant. Le voleur, attention au recrutement d'auxiliaires à la ruse, et le mendiant, il dit, il faut qu'il travaille, il faut qu'il pour manger, qu'as-tu donc à rester inactif, donc il faut passer au travail. Les sciences condamnables, ça aussi c'est intéressant, pour connaître les choses invisibles et les événements futurs, il se méfie de la magie. Il dit, la magie chez les Babyloniens, les Syriens, les Chaldéens, les Égyptiens, les Coptes, méfiez-vous de la magie. Les astres, ok pour l'agriculture. L'agriculteur, il est capable de vous dire demain il fera beau, demain il y aura la grêle, demain il fera pas beau, etc. En regardant simplement le ciel. Donc pour les prévisions, il faut faire attention à tout ce qui n'est qu'un pur hasard. Au niveau économique, il y a même des idées. L'argent, c'est un moyen d'acquérir ce qui est immédiatement utile. La fructification indéfinie d'un capital est une aberration. Ça, c'est tout simplement le capitalisme excessif. Le prêt sans intérêt est la plus noble des entreprises. Non au capitalisme qui exploite le travail pour des personnes privées, mais aussi non au socialisme où le fruit du travail est accaparé par l'État. On est exactement dans cette situation-là, avec les deux excès d'un extrême à l'autre. Chapitre 3 du mérite de l'écriture, ça c'est typique d'Abdelkader. La parole est plus noble que le geste, mais l'écriture est plus noble encore, parce que c'est ce qui reste. C'est ce qui reste. L'écriture, c'est l'œil de l'œil. L'écriture a contribué de façon décisive à l'expansion du savoir de la tradition orale à la tradition écrite. L'émir Abdelkader, au fond, c'est un théologien, c'est un homme politique, c'est un chef militaire, c'est un philosophe, c'est un poète. En 1857, il va visiter le tombeau des patriarches à Hébron, à côté de Jérusalem. Et voilà ce qu'il dit. Si les musulmans et les chrétiens avaient voulu me prêter attention, j'aurais fait cesser leur querelle. Ils seraient devenus extérieurement et intérieurement des frères. C'est ça l'avenir. Il n'y en a pas d'autre. Et je dirais aujourd'hui, un homme comme Abdelkader pour moi est plus vivant que jamais par cette épopée de la sagesse qui est sa vie, par son éducation soufie qui lui a permis une véritable évolution spirituelle. On arrive à Damas. Nous sommes en 1860. Il nous a écrit il y a 5 années. Il y a alors une foule déchaînée de Turcs, de Druzes qui veulent véritablement casser du chrétien. Il va les protéger. Face à une foule déchaînée, il s'interpose en clamant. Les religions, en premier chef l'islam, sont trop nobles et trop sacrées pour être un poignard d'ignorance ou une faucille d'aliénation ou des cris vulgaires. Je vous mets en garde de vous laisser entraîner par le diable de l'ignorance ou qu'il ait une emprise sur vos âmes. Le massacre des chrétiens au Liban à Damas est évité grâce à lui. Il recueille chez lui des chrétiens. Il offre sa protection au consul français. Il sauve 15 000 chrétiens menacés de mort. Il va être décoré de Grand Croix de la Légion d'honneur. Plusieurs souverains d'Europe, dont le tsar Alexandre II, lui rendent hommage. Il est décoré de l'ordre du pape Pie IX.
Et en mai-juin 1860, cela va permettre à Napoléon III d'aller en Algérie. Il va faire 2 voyages. Premier voyage de 3 jours, et là, il va lancer l'idée d'un royaume arabe allié de la France non colonisé, Napoléon III. Et vous allez voir la suite. Abdelkader, lui, nous sommes en 1862, il écrit à Monseigneur Pavie, qui est le successeur de Monseigneur Dupuche, l'évêque d'Alger, ce que nous avons fait de bien avec les chrétiens. À Damas, nous devions de le faire par fidélité à la foi musulmane et par respect aux lois de l'humanité, car toutes les créatures sont la famille de Dieu et les plus aimés de Dieu sont ceux qui sont le plus utiles à sa famille. Il continue, la foi de Mohammed est parmi toutes les doctrines celle qui montre le plus d'attachement et donne le plus d'importance au respect de la compassion et de la miséricorde et à tout ce qui assure la cohésion sociale et nous préserve de la dissension. Mais ceux qui appartiennent à la religion de Mohammed l'ont dévoyée, c'est pourquoi Dieu les a égarés. Parce qu'il y a, comme dans la religion chrétienne, des égarés qui peuvent être des excessifs, des extrémistes. Alors, on nous dit qu'Abdelkader était franc-maçon. Eh bien, je vais vous démontrer que c'est faux. C'est faux, tout simplement parce qu'on a la véritable histoire sur le sujet. Tout d'abord, en 1867, il vient à l'exposition universelle de Paris. Le 17 novembre 1969, il est présent à l'inauguration du canal de Suez. Le 24 octobre 1970, la France crée ce qu'on appelait le décret Crémieux. Crémieux, qui c'est? Il s'appelle Isaac Adolphe Crémieux, c'est un juriste d'origine israélite qui va donner la véritable nationalité française aux Juifs d'Algérie. Et les autres, rien à foutre. Au fond, c'est ça. Ben, évidemment, il donne à sa propre communauté, il faut être clair. Bon. Donc, citoyenneté qu'il va donner à 37 000 Juifs d'Algérie. Ces Juifs avaient été virés de l'Espagne d'Isabelle la catholique et étaient venus se réfugier justement au Maghreb. Et vous avez vu que tout récemment, en Espagne, le roi d'Espagne est en train de permettre le retour des Juifs qui avaient été virés par Isabelle la catholique, et s'ils arrivent à montrer leur véritable identité d'origine, ils vont pouvoir absolument être rétribués. Le 14 mars 1971, en Kabylie, il y a une insurrection qui est écrasée en novembre, mais ce qu'on oublie, c'est que déjà en janvier 1971, les spahis, auxquels on demande d'aller se battre contre les Prussiens, les spahis se révoltent, refusent d'être envoyés sur le front de métropole. Moi, je ne savais pas ça. Il faut chercher un peu dans l'histoire pour le trouver. Et le 25 mai 1883, il va être donc, Abdelkader va mourir inhumé à Damas, ce qu'il avait demandé, près d'Ibn Arabi, qui est son maître spirituel, Ibn Arabi, qui est un grand mystique musulman soufi. Alors, est-il franc-maçon? Eh bien, il faut dire que, ça, celui qui le dit, c'est le président de la fondation de l'émir Abdelkader. Pas moi, c'est lui qui le dit. Il faut dire que la perspective doctrinale de l'émir issue de la spiritualité islamique s'oppose radicalement à la vision profane et laïque de la maçonnerie. Et l'émir se rend compte bientôt que la maçonnerie souhaitait utiliser son prestige pour développer ses influences en Orient. Ainsi, l'émir cesse tout contact et il signifie sa rupture définitive au Grand Orient de France en 1865. Il faut savoir que le Grand Orient est totalement athée et je dirais même anti-religieux. Et la vérité n'est plus qu'une idée relative, puisque n'importe qui peut dire n'importe quoi sans l'arbitrage d'un principe supérieur régulateur. Si l'on va plus loin, il y a une question du Grand Orient qui dit ceci: comment comprenez-vous la réalisation de la tolérance et de la fraternité? Et l'émir répond: quant à la tolérance, pour la pratiquer, il ne faut pas combattre le partisan d'une religion et le forcer à l'abandonner par le sabre, par la force. Toutes les lois divines sont d'accord sur ce point, que ce soit la loi musulmane ou les autres. D'ailleurs, quand on nous dit qu'Abdelkader, quand vous allez par exemple à la Maison Thiers à Paris, qui est exactement place Saint-Georges à Paris, vous avez la Maison Thiers, qui est la maison originaire de tous les francs-maçons d'origine. J'y suis allé plusieurs fois et je demande, donnez-moi les noms des grands francs-maçons dans l'histoire. On vous sort Abdelkader. C'est pas vrai, c'est entièrement faux. Il a refusé. Il n'était pas à la cérémonie d'introduction.
Donc ils ont été déçus et ils ont eu des propos racistes envers Abdelkader. Voilà ce qui a été dit par les formations de l'époque du Grand Orient. Les notions de droit, de justice, d'égalité, de réciprocité et même de fraternité sont encore obscures dans l'esprit de l'homme qu'on proclame, peut-être avec raison, le premier de sa race. C'est du racisme pur. Du racisme pur du Grand Orient de l'époque. Et alors les mensonges vont plus loin, et c'est le président de la fondation qui le dit, prétendre avoir obtenu son adhésion à une loge parisienne pour lui proposer ensuite vainement de s'affilier à la loge d'Alexandrie, en Égypte, et finir probablement à son insu sur l'inscription à titre de membre honoraire dans une loge de Damas, cela revenait en définitive à vendre la peau de l'ours, donc c'est entièrement faux. Alors le deuxième voyage de Napoléon III est intéressant. En 1865, son deuxième voyage, on le voit ici, arriver face à l'Algérie, face à Alger, en plein au niveau de l'arrivée sur la Méditerranée. Napoléon III arrive en Algérie. Le 2 mai, il est visionnaire puisqu'il dit « Traitez les Arabes au milieu desquels vous devez vivre comme des compatriotes ». Il le dit très clairement. Le 5 mai, il reçoit les notables auxquels il parle de royaume arabe, de peuple arabe. Il se promène dans la ville, soit à pied, soit en voiture. Imaginez ça aujourd'hui. Du 6 au 8 mai, visite de la Mitidja, il voyage en train, Belgique à Blida, puis en voiture jusqu'à Médéa, Olizan, la Kabylie, etc. Dans toute l'Algérie. Et il y a un tableau magnifique. Ici, Napoléon III, il est difficile à voir. Il est là. Il est entouré par tout un peuple qui demande des femmes, des anciens, des vieux, qui demandent à l'empereur de faire grâce à tous ceux qui sont emprisonnés. C'est la grande tribu des Flitas. Et face à toutes ces femmes qui pleurent et qui réclament leur fils, leur mari ou leur père, il va accorder sa grâce. Ça, c'est assez fabuleux. Et c'est pour ça que ce tableau a été peint. C'est la grâce de Flitas. Abdelkader écrit à son ami Dupuche « Je n'étais pas né pour être un guerrier. Il me semble que je n'aurais jamais dû l'être, ne fût-ce qu'un seul jour. Et pourtant, j'ai porté les armes toute ma vie. L'émir n'a raccroché son épée que pour prendre sa plume. Et Dieu sait que sa plume est autrement plus tranchante que son épée, fut-elle le cauchemar de ses adversaires. » Alors il y a eu l'indépendance de l'Algérie le 5 juillet 62. Vous voyez, ça a été tardif quand même. Retour à Alger, les cendres d'Abdelkader le 4 juillet 66, où son tombeau est au cimetière El Alia à Alger. À Paris, il y a eu en 2006 la place de l'émir Abdelkader, héros national algérien. Et enfin, ce que je voudrais, c'est essayer de faire une correspondance que l'on trouve actuellement dans l'histoire entre un grand homme comme Solzhenitsyn et un homme comme Abdelkader. Regardez ce que disait Solzhenitsyn à Harvard le 8 juin 1978. 8 juin 1978. Le déclin du courage est peut-être le trait le plus saillant de l'Ouest aujourd'hui pour un observateur extérieur. Le monde occidental a perdu son courage civique, à la fois dans son ensemble et singulièrement dans chaque pays, dans chaque gouvernement et bien sûr aux Nations Unies. Ce déclin du courage est particulièrement sensible dans la couche dirigeante, ce qui nous dirige aujourd'hui, et dans la couche intellectuelle dominante, d'où l'impression que le courage a déserté la société tout entière. Et c'est ainsi que l'on peut dire que Abdelkader et Solzhenitsyn, bien des années plus tard, se retrouvent face à une civilisation aujourd'hui qui est véritablement, je dirais, en train de s'exploser, mais il n'y a pas de souci. Avec une étoile dans une nuit noire, on peut arriver à se guider. Eh bien, je dis qu'aujourd'hui, entre chrétiens et musulmans, entre Algérie et France, entre France et Maghreb, l'étoile que nous devons suivre, il s'appelle Abdelkader. Je vous remercie.
Merci, bonjour, salam alaikum. Voilà, d'abord je voudrais remercier les organisateurs de nous avoir donné cette possibilité de nous retrouver dans une mixité. Il y a une mixité, je la vois dans la salle, je la vois dans les interventions, je vois même des complémentarités indispensables. Moi je suis président de la coordination contre le racisme et l'islamophobie. Je milite depuis 1976 donc, sur les problématiques du quartier, d'immigration, etc., de droit. Et j'arrive à la conclusion qu'une des meilleures façons de lutter contre le racisme et l'islamophobie en particulier, c'est de faire ce genre d'exposé, par exemple. C'est de parler de ce qu'est l'islam. Les gens ne connaissent pas. Vous faites un sondage dans la rue, là, vous dites c'est quoi l'islam? On va dire ouais, c'est le djihad, le terrorisme, la polygamie, l'excision, des choses comme ça. Avec une ignorance crasse, alors qu'on voit un exemple d'Amir Abdelkader qui est un mystique, qui est un musulman, pratiquant, un soufi, qui donne j'allais dire, une vision universelle, une vision humaniste universelle. Donc moi je dis, bien sûr qu'il y a le droit, il faut utiliser le droit, on est dans une société de droit. Quand on est victime d'une injustice, il faut faire appel au droit, certes. Il faut utiliser le politique, parce que le politique est censé gérer le bien de la cité, la vie de la cité. Mais le pédagogique, il est fondamental. Pourquoi? Parce que quand j'arrive à connaître, moi, professeur Henri Joyeux, et qu'il arrive à connaître ce que je suis, mon référentiel culturel, spirituel, traditionnel, historique, et que moi, je connais le sien, il y a une sympathie, il y a une proximité, une fraternité qui se crée. Alors que nos dirigeants, ils disent non, attention, lui, il est blanc, il est gaulois, il est tout ce que tu veux, il est français, tout. Toi, non. Toi, au mieux, tu es un français de branche. Hein, alors que, on vient de voir dans l'historique, les musulmans se sont battus pour la France dans plus de 24 guerres. Ils sont allés au Mexique, ils sont allés en ex-Russie, etc., enfin dans les pays de l'Est, etc. Donc depuis 1970, ils ont participé à 24 guerres. Donc il y a des gens, l'Algérie était française avant la Savoie, si je ne m'abuse, je crois, hein, c'est ça, Nice, etc. Donc voilà, je voulais mettre un point là-dessus. Et l'histoire, alors le titre de notre échange, et j'espère qu'on prendra le temps d'échanger avec vous, parce que moi je ne prétends pas apporter une science infuse dans le milieu du vivre ensemble, parce que le vivre ensemble, il se construit mutuellement, on le construit ensemble. Personne ne peut prétendre avoir la solution, sinon le politique, il le saurait depuis longtemps, et il l'aurait appliqué, voilà. Donc c'est quelque chose qui se construit. C'est de l'ordre de la construction de l'identité. On a une identité collective à construire ensemble. Et avant de parler de mieux vivre ensemble, moi je dis, et je fais appel à mon propre parcours, il faut déjà bien vivre avec soi-même. Quand on a fait ce travail-là, on peut peut-être être bien dans ses chaussures et ses baskets, et dans sa chaussure et sa basket, parce que moi j'ai fait partie de ceux qui ont organisé la marche de 83, qu'on appelle la marche pour l'égalité des droits contre le racisme. Et un des emblèmes de la marche, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, il y avait une babouche et une charentaise. La babouche, donc les deux dimensions de notre identité. Donc nous, on a un travail à faire, mais pas que les arabo-musulmans, pas que les gens hérités de l'immigration, les Savoyards, les Occitans, les Bosses, les Bretons, les Corses. On a tous une complexité identitaire. Et je vais même loin. Moi, mon ex-épouse, mon ex-belle-mère, était une ardéchoise du cru. Et quand on allait manger le week-end chez elle, alors l'Ardèche, c'est comme ici, c'est l'accent d'ici, on n'est pas loin, on est à 100 bornes, hein, l'Ardèche. Alors l'accent méridional, etc., tu comprends et tout. Et elle, j'allais chez Paulette, et Paulette, elle parlait l'accent bien français, tu vois, elle parlait de Paris comme si elle... Et il se sentait un complexe. On a créé un complexe identitaire chez les Ardéchois, dont mon ex-belle-mère, qui parlait comme ça, tu vois, avec l'accent, tu vois, du petit polbo, machin. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a là? Ta mère, Daniel, j'ai un problème. Là. Je dis, pourquoi elle ne parle pas comme les gens d'ici? Et en fait, j'ai compris après que c'était un complexe. C'est la volonté d'effacer l'identité de l'autre, de lui imposer une identité par en haut. Comme aujourd'hui, on nous l'impose par la télévision, par le McDonald's, par les clips, par le rap, par je ne sais quoi. Il y a aujourd'hui une sorte de formatage identitaire et de laminage des identités culturelles. Et ça, c'est dangereux, c'est criminel même, je dirais. Parce que la richesse, Dieu l'a créé, la nature, riche et variée. Dieu il nous a créé, d'ailleurs, dit, moi je fais référence à mon référentiel spirituel, en l'occurrence le Coran. Dieu dit aux gens, je vous ai créé d'un homme et d'une femme, j'ai fait de vous des peuples et des tribus
pour que vous vous entreconnaissiez. L'entreconnaissance. Ce terme-là, moi j'y tiens énormément et je veux qu'on le médite ensemble et qu'on y réfléchisse ensemble. Entreconnaître quelqu'un, c'est pas le connaître. C'est entrer en lui pour le connaître et faire entrer en moi pour qu'il me connaisse. L'entreconnaissance. C'est comme, vous savez, en maths, là, les ensembles et la partie commune, là. C'est cette partie commune-là qui m'intéresse. C'est pas de dire, moi je suis A, toi tu es B. Ça, tout le monde le sait que tu es A et je suis B. Mais qu'est-ce qui nous unit? Qu'est-ce que c'est? L'espace, comment dirais-je, qu'on partage ensemble. Et cette entreconnaissance-là, pour moi, c'est indispensable pour pouvoir vivre ensemble. Sinon, on va créer, et la nature a horreur du vide, c'est comme ça, l'être humain, il a cette propension à vouloir dominer. Pharaon, je reviens là aussi à son épopée qui citait dans le Coran, il a dit « Ana rabbukumul a'la » moi je suis votre Dieu supérieur. L'être humain, quand il n'est pas balisé, quand il n'est pas remis à sa juste place, il se prend pour Dieu. D'ailleurs, on a parlé des francs-maçons. Les francs-maçons, ils veulent concurrencer Dieu, in fine. Donc l'homme, il a cette propension à vouloir dire « moi je suis au-dessus de tout ». Donc il y a automatiquement un établissement de rapport de force. Et ce rapport de force-là, on le casse quand il y a le respect des identités individuelles ou collectives. Si tu me respectes dans ce que je suis, je te respecte dans ce que tu es, et on essaie de voir dans ce que je suis et ce que tu es, qu'est-ce qui peut nous aider à cheminer ensemble. Moi, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Je dis aussi pour les Arabes, les Tunisiens en particulier, je suis d'origine tunisienne, on a connu ça. On a connu en France de l'aménage culturel. Je dis toujours l'exemple, quand je suis arrivé en 70 en Ardèche, ça parlait occitan. Le patois, il le parlait sur la place publique. Moi-même, j'avais commencé à prendre des mots en patois. Et aujourd'hui, c'est parti. Il y a ce aménage culturel qui a effectivement imposé le français comme langue unique, comme etc. Le jacobinisme centralisateur a imposé et a éliminé les trucs. Même dans les pays du Maghreb, pour ceux qui ne savent pas, en Tunisie par exemple, s'il y a des Tunisiens dans la salle, et ça d'après en fait partie, on a imposé le complexe du Qala ou Gela. Par exemple, les Tunisois, les bourgeois, comme disaient les Mir Abdelkader, les savants parisiens, ils parlent de Qala. Et les autres, ceux qui n'étaient pas cette... Donc il y a une sorte de complexe. Et moi, personnellement, j'ai traversé depuis 60 ans toute ma vie en maintenant le gala, c'est-à-dire le truc populaire, c'est le langage populaire, avec cette connotation du gala et pas le qala. Parce que le qala, alors j'ai vu plein de macaques, excusez-moi le terme, je les appelais comme ça, les macaques culturels, qui sont sortis de leur identité, et des gens de ma propre famille, qui n'ont jamais parlé avec le qala. Avec le qala, c'est le Tunisois, c'est les bourgeois de Tunis qui parlent avec le qala, et qui sont sortis de leur identité, ils sont mis à parler qala comme les autres. Et alors on dit toujours, le proverbe arabe, il dit c'est le corbeau qui a voulu imiter la démarche du pigeon, il en a perdu la sienne. Vous voyez un corbeau, comme il marche, il a une démarche un peu bâtard, donc il ne sait plus où il est. Donc, pour dire quoi? Pour dire qu'aujourd'hui, ces exemples-là, en fait, ils nous interpellent dans notre existence, dans notre réalité, dans notre vécu. Et comme on ne peut pas construire un bien vivre ensemble si on occulte ces dimensions-là. Parce que ça fait appel à ce que je dis, la volonté de domination de l'autre. Ça fait appel à la dimension coloniale. Ça fait appel à des préjugés, à des idées reçues, à un schéma type qu'on a instauré dans la tête de l'autre. Les indigènes. La notion d'indigène, c'est pas rien. Quand on inculque dans la tête à quelqu'un que l'autre n'est pas un citoyen comme moi, n'est pas un être humain comme moi, voire même qu'il est d'une race inférieure. Gobineau, c'est pas vieux. L'exposition universelle, c'était encore l'actualité où on classifiait les races. On disait, lui, c'est la race A, lui, la race B, la race C. Et ça laisse des traces, ça fait des dégâts. Moi, j'ai connu les anciens de la guerre d'Algérie qui ont fait la guerre d'Algérie, qui ont cherché du Félouz, et qui ont massacré du Félouz, et qui étaient là, et qui dirigeaient soit comment on appelle, les foyers de travailleurs, soit les agences, comment on appelle ça, l'AFPA, l'agence de formation professionnelle pour les adultes. C'est-à-dire qu'on a vécu ce truc-là, on a vécu cette transition avec un public qui voyait en moi le dangereux Félouz. D'ailleurs, les nostalgiques de l'OAS, ils ont continué. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens, ils voient en Mohamed et Fatima des descendants de Félouz. Donc comment voulez-vous que le mec qui me regarde comme étant un terroriste potentiel ou comme un individu dangereux, qu'on puisse vivre ensemble? Et après, ça va même plus loin. Et moi, j'ai vu des reportages pendant la guerre d'Algérie où on voyait des bergers qui se faisaient tirer comme ça, à sang-froid. Je l'ai déjà dit, je crois, à Nîmes d'ailleurs aussi.
Et on interroge le bonhomme, on lui dit, mais pourquoi, monsieur, vous avez tiré de sang-froid sur ce pauvre berger? Il dit, mais c'est des ratons, c'est des rats, c'est des rats. Parce qu'on les a habitués à ça. La zoologisation de l'autre, c'est Oriana Fallaci, qui a été décorée comme écrivain en Italie, qui dit, les enfants d'Allah prolifèrent comme des rats. On parle des musulmans, on parle d'une catégorie de la population comme étant des rats. Donc quand on animalise, et François Hollande a déjà parlé de ça, il disait François Hollande, vous allez voir comment l'indigène était animalisé. On parle. D'ailleurs, vous n'avez pas remarqué, même en France, quand on écoute le foot, je l'ai déjà dit, je crois, peut-être les 10 mois se rappellent, on parle des fennecs, on parle des lions indomptables, on parle des éléphants, en parlant des équipes de foot africaines. C'est pas eux? C'est-à-dire qu'on animalise. Jusqu'à aujourd'hui, on parle de ça, les aigles de Carthage, les fennecs d'Algérie, l'équipe d'Algérie c'est les fennecs. Fennec, tu vois, c'est déjà, c'est pervers, quoi, c'est vraiment pervers, quoi. Fennec, c'est le renard. Et d'ailleurs, les colons, ils avaient l'idée que l'Algérie, c'était un renard. Vous voyez, c'est pas gratuit, tout ça. Résultat, quand on conditionne les esprits, quand on impose une culture, une vision de l'autre aussi négative, ben l'autre, il n'a pas de difficulté à vous éliminer après. On vous traitez de sale raton, sale picot, sale melon, dégage, machin, il te tire dessus. Moi, j'ai connu la période où on tirait les Arabes comme des lapins. Pourquoi on a fait la marche de 84? Parce qu'on disait, il y en a un, Ranguéné, la chasse est Ranguéné, on arrive, la chasse est terminée. Les mecs, ils tiraient sur les Arabes parce qu'ils étaient des Arabes. On en a eu il y a pas longtemps, là, vers chez vous, là. À Aigues-Mortes, je ne sais pas où, là. Le bonhomme sur la place publique qui a pris le flingue, il a tiré sur les gamins, là. C'est ça, hein? C'est dans le coin. Donc, c'est pas vieux, ça. Comment voulez-vous que le bonhomme, quand il prend un flingue et tire dessus, je puisse bien vivre avec lui? Il faut être sérieux, quoi. Je vais essayer d'aller vite parce que moi je parle beaucoup, désolé, et il y a tellement de choses à dire là-dessus parce que j'en parle avec passion, pardon. Il faudra qu'il pose des questions. Justement, poser des questions, surtout d'enrichir le débat. Parce que, excusez-moi, j'en parle un peu avec passion parce que bien, je ne peux pas prendre le recul comme professeur joyeux qui regarde son objet avec distance du scientifique. Moi, c'est des choses que je vis dans mes trucs et qui me touchent encore aujourd'hui. Je ne vais pas vous raconter les détails de ma vie privée, mais jusqu'à aujourd'hui, je paye les conséquences de ce que je suis. Rien d'autre. Je ne suis pas un terroriste, je ne suis pas un joueur à sucre, je ne suis pas un criminel, je ne suis pas rien du tout, mais je paye parce que je suis musulman engagé et que je veux mener un combat pour la justice et pour le droit, et ça dérange. On veut bien des musulmans pour faire la figuration, qu'on met dans les salons, ou qu'on met au ministère pour dire, allez, tu vas dire oui Mohamed, tu vas dire oui Abdelkader, oui, Wahassidi, Wakhalillah, mais on ne veut pas de quelqu'un qui remet en cause justement ces rapports de domination, ces injustices qui structurent les rapports sociaux, qui structurent les mentalités même des gens, qui font qu'après on peut, moi, me mettre dans une cave, me faire habiter dans un immeuble tout pourri, me laisser sans ascenseur pendant 15 jours alors que je suis vieille ou que je suis handicapé, me laisser sans eau chaude ou sans chauffage pendant... Voilà, c'est normal, c'est la gestion néocoloniale des quartiers. Et ça, excusez-moi, moi je vais être cash, ça vaut aussi bien pour la droite que pour la gauche. Et qu'on ne vient pas me raconter, je n'y crois pas, j'ai vécu, je suis acteur social, je suis éducateur de prévention, j'ai été directeur de centre social, les quartiers je connais, la politique de la ville je connais, donc c'est pas vrai. On a, et c'est pour ça qu'on a appelé de gestion coloniale des quartiers. Il y a un continuum colonial pour continuer à traiter les populations ici de l'immigration comme du temps des colonies. Alors bien sûr, c'est pas institutionnalisé, c'est dans le non-dit, c'est dans le traitement discriminatoire, c'est dans le traitement discrétionnaire, c'est dans les coulisses que ça se joue. D'accord? Et on a des choses. Moi, j'avais un espoir. Quand je suis arrivé en France en 70, j'étais content parce que j'habitais dans un immeuble HLM pour la première fois de ma vie. Et j'habite avec un professeur d'anglais, professeur de mathématiques, un espagnol, un portugais, un algérien. Voilà. C'était un mix extraordinaire. En termes de couche sociale, en termes d'origine ethnique. Et c'était super. C'était bien parce qu'on avait des échanges. Et moi, ça me valorisait mon fils d'ouvrier, fils de pauvre. J'étais content que le professeur de mathématiques ou le professeur d'anglais, il m'appelait ou m'invitait chez lui ou que moi je lui offrais un peu du pain, je sais pas quoi. C'était valorisant. Je ne me sentais pas exclu avec les pauvres là-bas, avec les gueux. Alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans nos quartiers? La misère sur la misère, vas-y, entends-moi. La misère sur la misère, vas-y, mix social, on va en parler de mix social. Donc il y a eu un rêve brisé. Je suis arrivé en 70, j'ai vu ce rêve et je l'ai vu s'éteindre petit à petit. Pourquoi? Parce qu'il a été mis en place des politiques publiques catastrophiques. Catastrophiques. À l'époque, il y avait les boat people, je me rappelle. J'étais en Ardèche, c'est pas vieux, là. Et l'Ardèche, c'est pas la banlieue lyonnaise, la banlieue parisienne, mais pourtant, c'était exactement les mêmes politiques. Dans un quartier HLM, le quartier des Oliviers, il y avait 400 logements sociaux, ils étaient gérés exactement de la même façon que les Menguettes, que les Miro, que la Courneuve, etc.
Les Arabes ici, n'enlève pas de noirs, il y a très peu, une ou deux exceptions. Les boîtes people ici, les blancs ici, les Espagnols ici, les Portugais, parce que moi j'étais la génération où il y avait les Portugais Espagnols qui étaient en train de passer dans la disparition, en tout cas l'intégration, la normalité. Voilà. Ils étaient en train de passer dans la normalité. D'ailleurs, mes copains d'enfance, on ne dit plus origine portugaise. Sarkozy, on ne dit pas le président de la République d'origine hongroise ou deuxième génération de Hongrois. Ou M. Manuel Valls, d'origine espagnole, ministre de deuxième génération espagnole. Moi, si, on va me dire, ouais, quatrième génération maghrébine, quatrième génération, mais on se moque de nous. On se moque de nous. Quand on parle du vivre ensemble, là, je m'adresse à nos responsables, parce qu'ils jouent avec le feu avec ça. Et après, ils s'étonnent que les gamins, ils pètent les câbles dans les banlieues, que ça casse, que ça brûle, que ça pète, que ça... C'est normal. Tu l'as invalidé, tu l'as traité comme un animal, tu l'as discriminé, tu l'as mis hors de la vie en société. Après, tu t'étonnes qu'il vienne casser, qu'il vienne brûler. Oh, c'est pas génétique. Hein. Tu le ferais avec des Polonais ou avec les pays de l'Est, ça ferait exactement la même chose. Il faut être sérieux. Et avec tout le passé colonial derrière qui structure tout ça. J'ai essayé d'aller vite quand même. Politique de la ville 1990, c'est, moi je suis de Lyon, donc Vaux-en-Velin, ça explose. Les gamins de Vaux-en-Velin, ils ont dit on en a marre des traitements discriminatoires, des violences policières, etc. Ils ont pété un câble, ils ont commencé à casser, etc. Mitterrand crée le ministère de la ville. Donc il est venu à Bonn l'année suivante, il est dans le ministère de la ville. Et depuis qu'il y a le ministère de la ville, on a des politiques de ghetto. On a des politiques de ghetto. Moi j'ai milité pour dire on ne veut pas de la politique de la ville, on veut le droit commun. Moi tu me traites comme n'importe quel quartier de ta commune, monsieur le maire. Tu ne me traites pas de manière discrétionnaire, discrétionnaire, des différenciés. Non. Moi, je ne veux pas le grand frère. Moi, ça ne m'intéresse pas, le grand frère. Moi, je veux soit un éducateur, soit un service public comme les autres, soit un professeur de qualité qui vienne faire l'école à mes enfants, à mes frères. Voilà. Donc, il y a cette politique-là il y a eu 25 ministres de la ville qui sont passés, et ça a été de pire en pire. Et les chiffres, ils sont là. Il y a l'Observatoire des zones urbaines sensibles qui peut vous donner les chiffres. Le chômage, il a progressé ces 3 années de 6 points. Il y a 3 fois plus de pauvreté dans ces quartiers que dans les restes de la ville. C'est quoi? Et c'est pas ni Montpellier, c'est partout. Donc c'est bien une politique publique et généralisée. 3 fois plus élevé qu'ailleurs, le chômage. Enfin, le seuil de pauvreté, les gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, ils sont à 36%, alors qu'ils sont à 12% dans les autres quartiers. Le chômage, il est de 24,2% dans ces quartiers-là. D'accord? Donc en fait, c'est relégation territoriale, stigmatisation de ces populations en permanence, et des quartiers. La rénovation urbaine, alors on dit oui, mais attendez, on va faire mieux, on va faire la rénovation urbaine. 72% estiment que ça n'a rien changé à leur quotidien. Et 85% des gens n'ont pas été consultés. Comment tu veux qu'on vive bien ensemble si tu ne viens pas me consulter sur l'aménagement de cet espace? On vit ensemble dans cet espace et tu ne me consultes pas. Tu m'imposes des bâtiments comme ça, des parkings comme ça, des caves comme ça. C'est insensé. C'est insensé. Quand je veux habiter dans un pavillon, je vais voir l'architecte, il me montre les plans, je dis ce quartier il est bien, machin, machin. Là non, pour les habitants des quartiers, ferme ta bouche, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, on te l'impose littéralement. Les discriminations, pareil. Tu habites à Val-de-Gour, tu habites au Menguet, tu habites au Mas du Taureau, tu as un pourcentage déterminé de chances en moins de trouver un emploi en ville. Au point que l'ancien maire de Vaux-en-Velin, Maurice Charrier, a demandé à ce qu'on fasse abstraction de la ville d'origine. C'est-à-dire que tu habites à Vaux-en-Velin, tu as moins de chances de trouver un travail. Et moi, aujourd'hui, là où j'habite à Lyon, j'habite pas dans l'Est, eh bien j'ai des amis, ils ont domicilié leurs enfants chez moi. Je dis pourquoi? Il me dit parce qu'ils n'arrivent pas à trouver du boulot, parce qu'ils habitent à Vénissieux. Quand ils envoient le CV Vénissieux, il est jeté à la poubelle. Par contre, quand ils mettent Sainte-Foy-les-Lyons, Sainte-Foy-les-Lyons, c'est pas Vénissieux, donc c'est fou quand même. On est dans la République des droits de l'homme. On est en 2014. C'est un truc de fou. Donc voilà, toutes ces discriminations, sans parler aujourd'hui de ce qu'on appelle, j'appelle le nouveau racisme, c'est l'islamophobie. C'est un truc de fou. Alors que une société, moi je dis, elle puise sa force dans la richesse de la diversité qui la compose. Aujourd'hui, on est passé à côté de ce truc-là. Et on est en train de passer à côté, et c'est ce qui va peut-être demain nous amener à nous taper dessus les uns les autres. Et je ne le souhaite pas, mais franchement, c'est criminel comme gestion de la chose publique. Que nos dirigeants jouent à faire peur à partir des différences de l'autre, je dis c'est criminel.
Au lieu de dire l'autre il a une richesse, qu'est-ce qu'on peut... D'ailleurs, le modèle américain, ils l'ont expérimenté. S'il y a des enseignants dans la salle, ils peuvent, j'ai des documents. Le modèle multiculturel, Sarkozy nous a dit ça ne marche pas, Angela Merkel ça ne marche pas, c'est pas vrai. Moi je dis, il y a moins de différence entre l'Alsacien et le Corse qu'entre le Corse et moi et l'Alsacien et moi. Donc c'est de la foutaise. Pourtant eux, on dit, ils sont citoyens de France et il n'y a pas de problème, pas de discrimination. Pourquoi alors moi on ferait une discrimination alors que j'ai moins de différence avec eux que eux entre eux? Donc c'est pas vrai. Le multiculturel, moi je dis c'est l'interculturel, c'est même pas le multiculturel, c'est l'interculturel et il faut qu'il soit pris en compte pour construire notre avenir. La prise en compte des spécificités culturelles est une richesse. La mixité est une richesse. Tout à l'heure on en parlait, professeur Joyeux, c'était Albert Jacquard, professeur Albert Jacquard, paix à son âme, qui était un généticien, qui a démontré scientifiquement que quand on est entre nous, on s'appauvrit génétiquement. Et quand on s'appauvrit génétiquement, on n'a plus de génie, on ne peut plus produire, on ne peut plus innover, on ne peut plus découvrir, etc. Et moi, j'étais en Ardèche à l'époque, et ceux qui habitent ou ont connu l'Ardèche, ça m'a frappé parce qu'il dit que ça crée de l'atavisme. Il dit il y a des tares chez ces gens-là qui restent entre eux, et nous on voyait les gens du plateau ardéchois, parce que le plateau c'est vraiment isolé là-haut, hein, vers le Puy là-bas. Et quand ils venaient au marché le samedi matin, on voyait, ils avaient des comme ça, des tares physiques. Tu sais, ils étaient un peu cabossés, quoi. Véridique, hein. C'est véridique. Et ceux qui connaissent chez les Bretons, chez les Bretons aussi. Donc on voyait cet atavisme-là de nos yeux. Je disais, mais il a raison. Et moi j'avais l'esprit, parce qu'à l'époque j'étais au MRAP, 79, je militais avec le MRAP. Mouvement contre le racisme et pour l'unité entre les peuples. Et lui, il venait souvent faire des interventions et motiver les troupes. Et moi, j'ai dit, oh non, mais il a raison, le bonhomme. Il me dit, regarde, je les vois tous les samedis. Et après, je suis allé en Tunisie, j'ai vu à Djerba. S'il y a des Tunisiens de Djerba, vous voyez les Djerbiens, ils ont des maladies génétiques qui sont récurrentes. Les gens d'une ZAD, ils ont tous des problèmes de vue, ils n'arrivent pas à voir, se marier entre eux, etc. Il y a une consanguinité de fait. Donc, la mixité, c'est une richesse. N'en déplaise à nos politiques qui cherchent à nous diviser. Et moi, je dis, de la même façon qu'il y a une richesse sur le plan génétique, eh bien, il y en a une sur le plan culturel. Et je vais vous donner quelques exemples là-dessus. Moi, je parle de mon référentiel, je suis citoyen français, engagé, etc. Mais effectivement, je suis musulman pratiquant. J'ai aussi ce référentiel-là qui me sert de carburant pour avancer dans cette vie-là. Et quand je reviens à ce référentiel, je me rends compte qu'il y a énormément de choses dont on a besoin aujourd'hui. Au moment où on est dans une société en perte de valeur, en perte de sens. Qu'est-ce qui fait sens aujourd'hui? L'argent, le pouvoir, le sexe, c'est quoi? Essayez de réfléchir. Ce qui anime aujourd'hui nos dirigeants, par exemple. C'est quoi? C'est l'ego, c'est la volonté de dominer, la volonté du pouvoir, la volonté de l'argent. Vous voyez, même Dassault, il est milliardaire, le mec. Il est milliardaire, archi-milliardaire. Et il continue à manouiller, à acheter les gamins des quartiers pour avoir des voix. Pour pouvoir quoi? Avoir le pouvoir. Un arabe comme Pharaon, il a dit, moi je suis votre Dieu supérieur. Moi je fais vivre et moi je fais mourir. Vous vous rendez compte? Si à cet âge-là, avec le fric qu'il a, avec les capacités intellectuelles qu'il a, il n'est pas capable de revenir aux fondamentaux, moi je dis la société elle marche sur la tête. D'accord? Aujourd'hui, il faut qu'on se pose des questions du sens. Et moi personnellement, je pense d'autres aussi, hein. Je ne veux pas rejeter non plus les athées, parce que les athées, ils pensent aussi que l'homme a des valeurs, etc. Mais moi, voilà, on peut en discuter, ça c'est autre chose. Moi, pour moi, en tant que croyant, en tant que quelqu'un qui croit une transcendance, je dis que je trouve là mon sens. Et que je dois être un garant de la non-dérive de la société, parce qu'on le voit dérive de plus en plus. Qui aujourd'hui peut nier? Mais bon sang, là, depuis qu'on est là, il y a des centaines d'enfants qui sont morts de faim et de soif. Toutes les 6 secondes, il y a un enfant qui meurt. Vous le savez ça? Toutes les 6 secondes. Et nous, on est remplis, on balance des tonnes de bouffe à la poubelle. Et, pour revenir à mon référentiel, il y a un hadith. Le hadith, c'est une parole du prophète de l'islam qui dit « N'est pas croyant celui qui dort le ventre repu alors que son voisin a faim. » C'est fondamental pour moi. Comment moi, Abdelaziz, je peux être tranquille, je peux penser à mes vacances, à mes loisirs, à mon bien-être, à mon sauna, à mon je sais pas quoi, à mon spa, et nanani, alors que l'autre, il n'avait pas de quoi manger, il est en train de crever de faim. Comment on appelle, le tiers de l'humanité n'a pas d'eau potable. Les gens, ils vivent avec moins de $2 aujourd'hui dans le monde. Mais attendez, mais il y a un problème. Pourquoi le prophète de l'islam, il dit, pour revenir à mon référentiel, il dit, donc, il y a un certain nombre de valeurs, un certain nombre de choses que les gens ne connaissent pas, mes voisins ne connaissent pas, mes collègues de travail ne connaissent pas, mes amis avec qui je vis ne connaissent pas. Et si je ne prends pas le temps de leur dire ça, comme je vous le dis là maintenant, vous ne le saurez jamais.
Vous ne savez pas à quoi il se fait Abdelaziz. Abdelaziz, il est bizarre. Non, il y a des choses. Donc, dans mon référentiel, je reviens toujours, c'est le prophète de l'islam dit le meilleur d'entre vous est le plus utile aux hommes. Ce n'est pas le plus utile à son ego, ce n'est pas le plus utile à sa carrière politique ou à sa fortune, le plus utile aux hommes. Et quels que soient ces hommes. C'est-à-dire, donc il y a une incitation à la responsabilité. Tout le monde connaît aussi, je parle là surtout des musulmans, il dit chacun de vous est un berger, chaque berger est responsable de son troupeau. Et la responsabilité dans l'islam, ce n'est pas simplement la responsabilité de tes enfants ou de ton foyer, c'est la responsabilité de ton immeuble, la responsabilité de ton quartier, la responsabilité de ta ville, la responsabilité de l'humanité. Si je vois aujourd'hui qu'on est en train de détruire la nature et que la couche d'ozone s'aggrave, que la pollution continue, c'est ma responsabilité. En tant que musulman, je vais rendre des comptes de ça, du fait que je n'ai pas fait ce qu'il fallait pour protéger la nature, protéger les animaux, protéger les pauvres, protéger les petites gens. Ça, c'est une responsabilité pour nous. Et ça, mon voisin français ne le sait pas. Lui, il se limite au champ de la citoyenneté. Ah ouais, t'as voté Abdelaziz? Ouais, j'ai voté. Ça va, ouais, il fait beau aujourd'hui, ouais, il fait beau. D'ailleurs, regardez les conversations avec les voisins. Ouais, il fait beau aujourd'hui. Ah ouais, super soleil. Mais ici, jamais on parlera avec lui de là où on va, de la société, de la perte de sens, de la perte de valeurs, de l'inversion des valeurs. Aujourd'hui, qui nous dirige? Ils ont tous des casseroles. D'ailleurs, ça fait partie des signes de la fin des temps pour un musulman. C'est, en fait, il y a notre hadith qui dit, à la fin des temps, vous mettrez à votre tête les plus pervers d'entre vous. C'est plus les plus pieux ou les meilleurs. On va mettre les escrocs, ceux qui ont des casseroles, qui détournent de l'argent, qui pillent la planète, qui détruisent, qui sont à l'ordre du capital international, qui sont en train de piller la planète pour engraisser une poignée de voleurs. Très juste. Malheureusement, c'est la réalité. Je vais essayer de finir quand même sur quelque chose. Mon référentiel pour parler du vivre ensemble. Et je le dis souvent aux jeunes, parce que les jeunes, ils sont un peu à côté de la plaque, parce que ne croyez pas que les jeunes qui se disent musulmans connaissent le référentiel, c'est pas vrai, ils ne connaissent pas beaucoup. Le prophète de l'islam, il a dit, j'ai reçu l'ange Gabriel, et il m'a recommandé le voisin, au point que j'ai cru qu'il allait hériter. Il a recommandé le voisin, il a dit, attention, le voisin. Et d'ailleurs, même dans le Coran, il est rappelé que le voisin a des droits sur toi. Donc, imaginez si chaque musulman dans sa ville, ou dans sa commune, ou dans son quartier, ou dans son village, avait le souci du voisin, avait le souci d'être solidaire avec le voisin, celui qui perd son boulot, celui qui tombe malade, celui qui n'a pas d'argent, celui qui a malheur dans sa famille. Imaginez comment la société serait. Aujourd'hui, on assiste à quoi? Là où il y a les musulmans, on assiste à la ghettoisation, à la rupture et à la non-mixité avec les autres. Et ça, c'est contraire aux enseignements de l'islam. D'accord? Alors, les solutions, rapidement, l'entreconnaissance. Effectivement, il faut se connaître, il faut s'approcher. La solidarité dans nos quartiers. Moi, j'étais fier de venir défendre, avec les copains du MIB à Montpellier, un couple de retraités qui s'appelle monsieur et madame Étienne, je ne sais plus leur nom de famille, c'est des Français de souche, comme on dirait, même si j'aime pas la dénomination, qui ont été expulsés avant la trêve hivernale de leur appartement parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour payer le loyer. C'est un couple de retraités, ils ont travaillé dans ce pays, ils ont construit la France. Comment la France ose le mettre à la rue parce qu'ils n'ont pas assez de retraite pour payer un loyer? C'est hallucinant. Ça me rappelle Omar ibn Khattab, le deuxième calife, qui un jour se promenait dans la ville et il a vu un juif qui était en train de mendier. Il a dit, t'es de quelle confession toi? Il a dit, je suis juif. Il a appelé les responsables des biens publics, de Beit el-Mal, la trésorerie. Il a dit, vous allez lui donner une retraite jusqu'à la fin de ses jours, et tous les gens qui sont dans sa situation vont lui donner une retraite. Et il a imposé l'allocation du jeune enfant qu'on a nous découvert ici dans les années 70. Il a dit, maintenant même les nouveau-nés, vous leur donnez une pension. Et il dit au point qu'à l'époque, il y a eu beaucoup de naissances, les gens ont commencé à faire plus d'enfants parce qu'ils allaient toucher l'allocation jeune enfant. Vous voyez? Donc nous, on voit aujourd'hui, 2014, dans la République française, la République des droits de l'homme, un couple de retraités qui se fait expulser de son appartement. Et on s'est mobilisé avec le copain du MIB, etc. Moi, je suis descendu à Lyon avec quelques-uns pour les soutenir. Et ça, pour moi, ça fait intrinsèquement partie de ma spiritualité et de ma citoyenneté. Et si je ne le fais pas, je faillis à ma responsabilité et je vais culpabiliser et je vais rendre compte devant Dieu et devant les hommes. C'est ça le sens du message de l'islam. C'est pas le prophète de l'islam, il dit
j'ai été envoyé pour parfaire le bon comportement et j'ai été envoyé, et Dieu lui dit, je t'ai envoyé comme une miséricorde pour les deux mondes. Donc si nous, musulmans, qui nous inspirons de ce prophète, nous ne sommes pas capables d'essayer de prendre ce qu'il nous a donné, et je dis, il y a un problème dans notre enfant. Donc, démocratie participative. Et j'ai été moi aussi membre de la CNL il y a longtemps, on avait créé une CNL en Ardèche pour défendre les droits des locataires. Si on ne s'investit pas là-dedans, si on ne rentre pas dans le conseil d'administration des régies et des sociétés HLM pour voir l'argent où il va, pourquoi ils augmentent les tarifs, pourquoi ci, pourquoi ça, là aussi on a failli à sa responsabilité. Et je finirai par quelque chose pour moi qui est fort, parce que Emir Abdelkader parlait de la fraternité entre les musulmans et les chrétiens. Moi, je suis censé y rajouter quelque chose d'autre, c'est la fraternité entre les chrétiens, les juifs, les musulmans, les athées, les agnostiques. Et moi, je suggère, comme j'étais, d'ailleurs hier, on était en réunion avec des chrétiens, et je leur ai suggéré, ce que j'ai déjà fait il y a quelques mois, qu'on fasse la marche de la fraternité en France. Vous voyez, la marche pour l'égalité, qui a été un fiasco total, qui a été une récupération et un mensonge du PS, qui nous l'a joué à l'envers. Je suis désolé. Les deux François nous ont fait deux promesses avec 30 ans d'écart, ils n'ont jamais respecté. C'était donner le droit de vote à nos parents, ils ne l'ont jamais donné. Et ça a permis de faire fructifier le Front National au point que nous sommes devenus une serpillière pour le Front National. Et il s'essuie les pieds sur nous, et il a contaminé l'ensemble de la classe politique avec ses idées pourries. Et ils ne l'ont pas fait. Donc maintenant, je dis, la marche de l'égalité, tournons la page. Réfléchissons sur la marche de la fraternité, mais avec tout le monde. Et pour qu'on donne sens à un des symboles de la République qui est liberté, égalité, fraternité, mais qu'on lui donne un sens réel, qu'on puisse faire le tour de France pour que M. Joyeux dise qui il est, qu'Abdelaziz qui il est, que Moshe dise qui il est, que Jean-Paul dise qui il est, que Martine dise qui elle est. Et ce jour-là, quand on aura peut-être mieux connu les uns les autres, peut-être qu'on pourra construire une France meilleure. Excusez-moi. C'est le bon. C'est pas le bon. Ah, c'est pas le bon, pardon. Voilà. Oui. Oui, bon, ben, merci. Je vous prie de m'excuser tout à l'heure, j'avais tellement de choses à vouloir vous dire. Bon, j'ai fini par bloquer. Je remercie donc nos deux intervenants, le professeur Joyeux, Abdelaziz, et puis je laisse la parole à la salle si vous avez des questions à poser. Monsieur, on porte le micro. Allez-y, allez-y. Merci. Ça marche. Ouais, ça marche. Merci, professeur Joyeux. Vraiment, vous m'avez fait chaud au cœur. Et vous m'avez appris une histoire que j'ignorais. Je connaissais peut-être par le nom, mais je ne connais pas toute l'histoire. Je fais partie de la génération de 3 heures de télé par jour. Je suis très heureux. Je vous considère comme mon frère, mon père. Vous êtes un Chibali, presque. J'entends beaucoup ce mot Chibali parce que pour moi, il reste quelque chose sur l'histoire de nos Chibali dans les quartiers où il y a quelque chose à Chibali sur nos anciens, cette histoire. Maintenant, Abdelaziz, merci à toi parce que quand tu parles, tu me fais vibrer de l'intérieur. Tu me fais. Tu as été mon professeur durant toutes les années où j'ai pu vivre. Tu as marché pour nous tous. Tu t'es battu. J'ai appris beaucoup de choses en te suivant et en regardant ton parcours. J'aime beaucoup ces généralités, vraiment c'est très important. Et moi j'ai envie de parler un petit peu de la réalité ici locale, parce que le vivre ensemble ici, je suis très pessimiste et j'ai beaucoup de crainte pour l'avenir. On est dans un département, pour l'avenir, vous connaissez un petit peu la situation de notre département. La démocratie est en danger. Tu parlais des morts. Après qu'il y a eu ces jeunes qui ont été tirés dessus, après qu'on ait tiré ces jeunes, en pleine arène, ils ont levé le bras comme ça, ils ont dit on est chez nous, les bougnoles dehors. Et ça c'est une affaire qui est restée que entre local. À l'Est, un policier municipal a fait une vidéo, il s'est torché avec le drapeau algérien, il a mis ça sur internet, c'est resté local. Vous avez marché pour les jeunes qui se sont fait tuer dans les années passées. On a des jeunes qui se sont fait tuer ici à Vadebourg.
il n'y a pas une justice. Il y a un jeune à Grasse, pareil, il n'y a pas une justice de rendu. Je suis membre de la CNL aussi. La situation du logement, elle est une catastrophe localement. Quand on voit les habitants sur Val-de-Bourg, ou Mas-de-Maigre, ou à Pisseveil, c'est inadmissible la situation du logement sur Nîmes. Une femme de 104 ans, elle demande une mutation, elle est logée au 3e étage. Comment voulez-vous qu'elle monte jusqu'au 3e étage à 104 ans? Une femme handicapée à Val-de-Bourg, elle est bloquée dans le couloir parce que les appartements de l'époque n'étaient pas aménagés pour les handicapés. Elle est bloquée dans les couloirs. Et on se bat pour qu'elle soit mutée, rien à faire et on continue. Je ne m'éternise pas parce que c'est vrai que la situation locale elle est connue par pas mal de gens ici. Il y a une situation dans un village pas très loin d'ici. 2 musulmans enterrés dans un cimetière chrétien. C'est inadmissible. Comment dans un village où on a des conseillers municipaux issus de l'immigration, on ne puisse pas dire à un moment il faut écarter les musulmans. Ça veut dire qu'on ne peut ni vivre ensemble, ni mourir ensemble comme il faut et dans le respect. Et ça pour moi c'est très grave. Et en ce moment, j'ai espoir, oui, la marche que vous avez faite, qu'on la refasse et qu'on se lève dans nos quartiers et qu'on marche et qu'on arrête d'être à genoux et qu'on se lève et qu'on marche et qu'on crée une vraie chaîne de solidarité. Juste un truc pour terminer. Il y a une école qui s'appelle l'école Saint-Louis. C'est une école chrétienne, école privée, qui va être fermée prochainement. J'en profite de cette occasion parce qu'il y a des élus. Et je les interpelle pour qu'ils puissent faire en sorte que cette école elle puisse continuer. Parce qu'il y a du résultat dans cette école. Et ça aussi, c'est un appel que je fais aux musulmans, aux non-musulmans, aux chrétiens, aux juifs, pour qu'on se batte dans cette période électorale, pour que cette école, où il y a pas mal de mamans qui pleurent et qui essayent de se battre pour qu'elles continuent cette école, et il y a une mixité, il y a des maghrébins, il y a tout ça, eh bien elle va fermer. Ben moi je suis pour que cette école continue. Excusez-moi d'avoir été long. En tout cas, c'est un petit peu la situation locale. Et j'ai espoir qu'on puisse demain, comme tu dis, faire cette marche de la fraternité aussi. Bon, moi, professeur Joyeux, je tiens à vous remercier parce que, compte tenu de mon âge, j'ai appris beaucoup de choses de cette histoire qui était très intéressante. Je ne me cache pas dont je n'avais pas la connaissance du tout. Hein. Et ça finit avec, justement, parce que, vu cette histoire-là, vraiment, on ne peut pas dire que ces hommes-là, que ce soit les barbares, que ce soit, etc. Hein, il y a des gens intelligents qui étaient trop. C'était des gens cultivés, intelligents, et qui essayaient de rassembler les peuples de tous bords, Alors moi, je veux dire, moi, je suis un homme politique, je ne m'en cache pas. Je suis un homme politique qui vit quand même en HLM depuis 60 ans, quand même. Je suis toujours en HLM, dans un quartier de Pisseveil. J'ai été pendant 30 ans président de la Fédération du Gard de la CNL, la Confédération nationale du logement. Je sais ce que subissent les gens qui vivent dans ces quartiers. Et bien souvent, on me dit, mais t'es un peu fou, tu restes encore avec les Arabes, voilà. Je dis tranquillement, c'est vrai. Mais moi, je suis très bien. Je vis en bonne intelligence. J'essaie de faire ce que je peux. Et je pense qu'il ne faut pas non plus discriminer tous les Français, quoi. Moi, je suis un des premiers, et je ne vous le cache pas, alors, les gens doivent être derrière moi. Hein. J'avais posé des affiches pour la paix d'Algérie, comme j'avais posé des affiches pour la paix en Indochine. Ça veut dire que je ne suis pas tout jeune. Voilà. Donc, je suis pour la libération des peuples et je suis très satisfait de ce que vous dites. J'ai entendu les propos qui ont été dits concernant malheureusement cette catégorie de Français, de gens, d'humains qui vivent dans des conditions difficiles, qui sont discriminés. Et même l'ancien préfet du Gard lui-même me disait, dans ces quartiers-là, il faudrait changer, il ne faudrait pas dire que vous habitez dans ces quartiers. Il avait dit publiquement, Marc-Luc était ici, d'autres personnes encore étaient ici, il dit que c'était lamentable la discrimination qu'il y avait.
Parce que vous avez parlé de 20% de chômage, et je crois qu'on est plus près de 40%. On est plus près de 40%. Dans les quartiers, jusqu'à 60. Au Menguette, on est à 60%. 60%, oui, les Menguettes. Ben, ici, c'est 40% tout au moins sur le quartier du Nord. Alors moi, je ne m'arrange pas, quoi que ce soit, je le fais en ma conscience, en homme humain que j'essaie d'être, que je considère les gens pendent en fonction de leur couleur, de leur religion, Moi j'ai une religion, je suis catholique non pratiquant, hein, parce que j'étais dans un petit village, mon frère aîné a voulu se marier, et Dieu a dit, ben, faites baptiser en même temps tous les gosses. Alors j'ai été baptisé, mais j'ai pu remis les pieds dans l'église par la suite. Mais j'ai rien contre les gens qui sont catholiques, j'ai rien contre les gens qui sont musulmans, j'ai rien contre les juifs, parce que les juifs ont été persécutés avant la guerre. Comme aujourd'hui, on fait porter la crise économique sur les gens qui vivent dans ces quartiers, parce qu'ils sont dans ce pays, c'est un petit peu ce qui s'est passé avant 1934, il y avait des juifs, il ne faut pas te gâcher quand même. Et aujourd'hui, du point de vue économique, je pense aussi qu'on a trouvé un petit émissaire. Alors, observe-vous, tu as encore une crise économique, c'est vrai. Bon, ce que je voulais vous dire très tranquillement, je suis un politique atypique un peu, et je suis conseiller général du Gard, dans le canton, où justement, la population a fait confiance, parce que je pense que je lui ai fait confiance précédemment. Voilà, je vous remercie, mais en tout cas, je vous remercie vivement. Ce genre de conférence m'intéresse. J'ai une charge de famille, je vais être obligé de partir, mais je voulais quand même vous dire ces quelques mots de votre regard. Et je crois qu'avec des hommes comme vous, on pourra avancer et rassembler les peuples. Merci. Merci. Il y a un pot après. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va peut-être clore cette. À moins qu'il y ait d'autres questions, nous répondrons aux questions tout autour du pot qui est prévu. Ah, monsieur a une question. Et puis monsieur. Monsieur, bonsoir. J'ai 3 précisions, si vous permettez. L'une concernant le prophète que... Lève le micro, lève-le en face, mets-le en face de toi. Voilà. L'une concernant le prophète que salut, paix sur lui, ses compagnons. Il est né en environ 1982. 570. Sa naissance. Et à l'âge de 40 ans, donc c'était le calendrier en 622. Oui. 23 ans plus tard, donc il est mort aux environs de 645. Deuxièmement, 632. Enfin voilà. On avait 632. 32. 635. Parce que le Ligier, il est à 622. Ouais, 632, il a fait 10 ans après Méline, il est mort. Mais vas-y, ouais, c'est bon. On n'est pas à un an près, d'accord. C'est bon, c'est juste une précision. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur le professeur. D'autant plus que tout à l'heure, vous avez parlé donc, du colonialisme, de la présence française en Algérie, d'autant plus au Maroc, en Tunisie, que les manières ne se sont pas passées de la même stratégie. Oui. La France étant présente en 1836 en Algérie. Déjà, préparation, Première Guerre mondiale, 14-18, élargissement du colonialisme sous forme stratégique, et l'invention du sultan Moulay en Espagne, par la loi Roche-Patroni, une imposition de son frangin de 20 ans en 1909. La France était intéressée au élargissement incontournable et stratégique pour le Maroc et pour la Tunisie, notamment pour le Sénégal. Et en 1909, donc Moulay Abdelaziz, il était devenu sultan à l'âge de 20 ans. Oui. On a créé 3 formations rebelles au Maroc, une au nord en Égypte, à l'est, Bouakmara, et au sud, Menaïe. Durant 3 ans, on les a épaulés directement. Et puis en 1912, on y a signé un acte de protectorat officiel. D'accord. Donc c'était la stratagème. Donc, sur le Maroc. Sur le Maroc, bien entendu. Et la troisième précision que je voudrais préciser, que les relations franco-marocaines datent du XVIIe siècle et le protocole de coopération franco-marocain est établi entre le sultan Moulay Ismaïl et Louis XIV. Et d'ailleurs à l'époque, le roi avait envoyé un ambassadeur à Paris à Versailles et la France 2 consuls, notamment un à Meknès qui était du capitale du Maroc, à la rue de Nîmes. Passionnant, je ne savais pas ça. Charlemagne, c'est le reçu. Ah oui, d'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour cette précision. Monsieur, on vous passe le micro. Le micro derrière.
Merci beaucoup, je ne savais pas du tout, mais c'est du temps de Louis XIV donc. Hein. D'ailleurs, j'ai expliqué en 2014. D'accord. Il y a bien d'autres exemples. Il faut le mettre de face, en longueur. À l'horizontale. Désolé pour le problème du sang, parce que... Il y a bien d'autres exemples à prendre. Notre Marc-André à l'émirat de Calais, ce qui s'est passé de lui. Donc, eh bien, il me vient pour lui cette idée. Faisons-le ambassadeur éternel du vivre ensemble et du savoir-vivre. Alors, faisons-le vivre. Merci. Merci beaucoup.